Voilà, j'espère que les propos de Guillaume vous auront inspiré, vous feront réagir. Et sans plus attendre, donc je vais demander à Bruno Faure, en le remerciant à nouveau de son soutien et de son accueil dans ce magnifique département du Cantal, eh bien de bien vouloir partager avec nous. Alors la feuille de route était pas forcément la plus simple, hein, celle que je vous ai donnée, c'est-à-dire de ne pas faire une lettre au Père Noël tout en imaginant les futurs désirables pour nos campagnes. Donc le propos est extrêmement libre, hein, comme vous le savez. Et voilà, Bruno, tu es le premier à partager avec nous ta vision de l'avenir et aussi des conditions de réalisation de cet avenir. Oui, bonjour, bonjour à tous. Je voulais saluer Madame la ministre, Monsieur le préfet. Écoutez, moi je suis très content d'être là aujourd'hui. Alors pour parler de l'avenir, on va revenir un peu sur le passé quand même, parce que c'est vrai que dans le département du Cantal, ça fait une trentaine d'années effectivement qu'on s'inquiète et qu'on essaie d'utiliser ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est devenu commun. Elles sont plus du tout nouvelles. On se les est appropriées, mais c'est vrai que l'idée de départ, c'était de dire le département du Cantal, c'est un petit département du Massif central et qui est éloigné des métropoles dont on a entendu parler tout à l'heure. Nous sommes loin. Et quand je dis nous sommes loin, j'ai entendu parler de sentiment d'abandon. Imaginez que dans le département du Cantal, on met plus longtemps en train pour aller à Paris qu'en 75. Donc le sentiment d'abandon, effectivement, on sait ce que ça peut être, et donc on s'est posé la question à savoir, effectivement, qu'est-ce que l'on pouvait faire pour limiter effectivement cet éloignement. Et donc c'est là où sont arrivées les nouvelles technologies, et c'était pas simple à l'époque parce qu'on ne savait pas trop quels en seraient les moyens. C'est vrai que l'État, les opérateurs, c'est le cuivre, c'est la fibre, la téléphonie. Enfin bon, on savait pas effectivement. Le hertzien, c'était quand même, on partait à l'aventure, mais il y avait une volonté de la collectivité départementale, c'était de dire il faut qu'on soit capable de donner un point d'accès aux Cantaliens. Donc il y avait un point d'accès dans l'ensemble des communes. Et puis à partir de là est parti effectivement l'élargissement des usages. Avec la télémédecine qui a démarré dans le Cantal. On avait répondu à un appel à projet de l'ARS avec effectivement la mise en place de cette télémédecine dans des EHPAD cantaliens, etc., etc. Puis ensuite, c'est le numérique éducatif. Et puis maintenant, on essaie de développer ces usages. C'est pour dire effectivement qu'au niveau du Cantal, même un territoire très rural, est un territoire aussi innovant, notamment sur ses usages. Donc, effectivement, et demain, qu'est-ce que l'on peut faire? Alors déjà, pour arriver à utiliser effectivement ces technologies, encore faut-il avoir les infrastructures. Et là, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on n'a pas fini, même si on avance. Alors, on n'a pas fini à tout niveau. La téléphonie mobile. Le département du Cantal, on a une quarantaine de pylônes, on est propriétaire d'une quarantaine de pylônes. Quand même, on doit en avoir 70 sur le département. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu un programme qui a été initié par l'État. C'est le programme New Deal. Qui a été important, j'allais dire, et apprécié aussi sur les territoires ruraux, parce que quand je vous disais qu'on était propriétaire d'une quarantaine de pylônes, c'est-à-dire qu'on les a payés. Et traditionnellement, dans un département rural, souvent nous sommes des départements peu argentés. Alors l'État nous a un peu aidés, la région aussi nous a aidés, mais il y a toujours de l'autofinancement à mettre. Donc lorsque ce sont effectivement les opérateurs qui les prennent en charge, forcément ça ne peut être que favorable. Alors ce New Deal va se terminer. Le département a été doté d'à peu près une cinquantaine de pylônes. Ils sont dans les 270, mais on s'aperçoit à la fin du programme, ce n'est pas suffisant. Il va nous en manquer à peu près une vingtaine encore dans le département pour pouvoir couvrir convenablement le territoire. Et si je parle de téléphonie mobile, on peut parler de la 5G, enfin de la 4G, de la 5G. Et ça, c'est important parce que on a des entreprises, notamment dans nos territoires, notamment je pense aux entreprises agricoles, qui aujourd'hui utilisent largement le numérique et bon nombre d'applications qui nécessitent cette technologie-là. Donc la première des choses, c'est de terminer de couvrir. La deuxième des choses, ensuite, c'est d'avoir la bonne technologie. J'espère qu'un jour, on aura la 5G partout pour permettre effectivement à ces professionnels d'utiliser l'ensemble des applications. Ça me semble essentiel. Et donc là, j'en appelle, je regarde Madame la Ministre, un New Deal 2.
J'espère qu'il arrivera. J'espère qu'il arrivera. Qu'il arrivera. Et puis, bien évidemment, sur la fibre, puisque nous sommes en opération de déploiement de la fibre, qui a commencé dans le Cantal, mais en Auvergne et plus généralement sur le territoire rural, il y a quelques années. Là aussi, avec des différences importantes, parce que dans des territoires où il y avait de la densité, on peut reprendre ces métropoles ou ces villes importantes, nous en l'occurrence les petites villes comme Aurillac, ben voilà, ça a été pris en charge par des entreprises privées parce qu'on estimait qu'il y avait un peu de rentabilité. Par contre, la ruralité, ben, il a fallu se débrouiller. On a essayé de se débrouiller comme on a pu. Alors d'un département à l'autre, c'est en régie. Enfin, il y a différents systèmes. C'est porté par des syndicats d'électrification. C'est porté par des régions, enfin ou autres. On a fait des RIP. Là aussi avec des financements d'État. Mais une bonne partie aussi à sortir de nos poches. Et on n'est pas plus riche que tout à l'heure sur nos pylônes. Donc c'est vrai qu'on a quand même un problème d'égalité des territoires parce que ça nous coûte forcément plus cher. Si on ne le fait pas, personne ne le fait à notre place. Donc aujourd'hui, nous sur le territoire, on est organisé au niveau régional, ancienne région Auvergne. Voilà les 4 départements avec l'appui de la région. On est sur une 4e tranche pour tendre vers les 100%. On y sera l'Oré 26. Aujourd'hui, on a, je ne sais plus combien on a, mais on a quasiment une trentaine de trancheuses ou un peu plus qui sont sur l'ensemble de la région, qui font l'ensemble du génie civil. C'est une soixantaine d'ailleurs de génie civil sur le territoire. On a tiré la fibre sur certains. Enfin, on est en pleine opération de complétude, j'allais dire, du déploiement de cette fibre. Ça, c'est important. C'est des programmes essentiels. Il faut savoir qu'au niveau de la région Auvergne, ça doit être un coût d'à peu près 1,5 milliard. Il y a des recettes commerciales, c'est sûr. Il y a les recettes du FSN. Il y a le soutien de la région qui est essentiel. Et puis ensuite, il y a l'ensemble des départements qui contribuent. Il faut savoir que pour le département du Cantal, le déploiement global, ça va être aux alentours de 19 millions. Donc, ce qui n'est quand même pas neutre pour un département comme le Cantal. Donc ça, c'est l'infrastructure. Et puis ensuite, les usages. Les usages, en quoi effectivement ça peut nous servir et surtout, j'allais dire demain. Alors demain, moi, j'ai envie de dire au-delà de ces infrastructures, j'espère effectivement que ça va pouvoir nous servir de manière à ce que les jeunes puissent rester dans le territoire pour suivre des cursus d'enseignement supérieur. On sait que c'est une des difficultés aujourd'hui dans l'égalité des chances. Les jeunes ruraux, en particulier dans le Cantal, nous on est 36 points inférieurs à la moyenne nationale sur les jeunes qui poursuivent un cursus supérieur. Alors certainement parce qu'on leur a pas suffisamment donné envie lorsqu'ils étaient au collège de pouvoir aller plus loin. Lorsqu'ils étaient au lycée, on leur a pas donné l'envie parce que on n'a peut-être pas forcément tous les moyens, tous les enseignements. Si vous voulez faire du latin dans le Cantal, il n'y a qu'à Aurillac et je crois Saint-Flour. Il n'y en a pas dans les collèges ruraux. Si vous voulez rentrer dans une école, dans une classe bilingue, c'est un peu la même chose. Donc effectivement, il y a une différence d'offre au niveau des jeunes. Et là, il y a quelque chose à faire. Et là, j'allais dire, le numérique peut intervenir certainement. Certainement que dans un collège très rural, on peut avoir quelques enseignements, tout ou partie, avec du numérique. Et puis on le fait au niveau du département sur l'enseignement supérieur, parce qu'il me semble important effectivement que les jeunes cantaliens ne renoncent pas à poursuivre un cursus supérieur parce qu'ils sont loin des universités. Et donc on a développé un campus connecté qui aujourd'hui fonctionne très bien à Aurillac. On a essayé de limiter encore l'éloignement en créant une antenne à Mauriac et à Saint-Flour dans les deux sous-préfectures. Et aujourd'hui on a à peu près une centaine de jeunes, essentiellement cantaliens, enfin de jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, ça peut être pour une reconversion aussi, de jeunes ou moins jeunes qui suivent ces formations. Et je crois que ça c'est important et on arrivera là à une certaine forme d'équité. C'est de dire voilà, vous pourrez suivre un cursus supérieur à partir du Cantal. La télémédecine, j'allais dire, elle est quasiment partie du
du département. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est essentiel aussi, notamment sur tout ce qui peut être consultation de spécialistes. Et donc ça, il va falloir que l'on arrive. Enfin, on peut imaginer que dans 20 ans, ce soit quelque chose qui soit très structuré au niveau local. Ça me paraît essentiel, de même que l'aide à domicile. L'aide à domicile, on voit bien le tournant domiciliaire qui est pris sur l'autonomie. Lorsque vous êtes dans un département comme le Cantal, j'aurais peut-être dû commencer par là, presque, ou que 150 000 habitants. Voilà, et donc une densité de population qui est extrêmement faible si on enlève la communauté d'agglomération qui représente peu ou prou 50 000 habitants. On a 2/3 de la population sur l'ensemble du département. Donc des densités qui sont très faibles, avec un éloignement très très prononcé, puisque la moyenne des communes, on doit être aux alentours de 250 habitants. Important d'essayer d'apporter toutes les conditions pour maintenir les personnes âgées à domicile. Mais pour cela, il faut des services, il faut des technologies et des moyens. Mais je crois que ce dont on doit faire attention, c'est que l'ensemble de ces technologies ne peuvent être que des supports au service de l'homme et non l'inverse. Il ne faut pas que ça remplace le contact, j'allais dire physique. Hein, et on le voit très bien, puisqu'au niveau du département, on multiplie les plateformes de dépôt de dossiers, les plateformes, etc. Pour donner de l'information. Oui, c'est bien. Ceci dit, le contact humain est essentiel et est important. Et donc, je crois que dans 20 ans, on peut imaginer avoir tout un tas d'usages. Mais il faudra l'associer systématiquement avec le contact humain, parce que c'est le plus important. Et je crois qu'il faut faire attention dans ce qu'on peut développer pour ne pas partir et imaginer que le numérique, d'une manière générale, la dématérialisation et autres, va nous assurer un avenir glorieux. Pour revenir quand même sur l'intervention qui a été faite, que j'ai trouvée quand même très intéressante, bien sûr, mais il ne faut pas que les territoires ruraux, deviennent des sous-traitants des métropoles. Voilà, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, il ne faut pas que nos grands savants crânes coniques de ces métropoles viennent nous dire comment il faut fonctionner chez nous. Et ce qui est inquiétant, on se faisait la réflexion avec Madame la Ministre, c'est que dans certains cercles, on est même capable d'inventer des mots, ou c'est des mots qu'on ne connaît pas en ruralité. Moi, j'ai entendu parler de capacitation. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire tout à l'heure dans l'exposé, et c'est bien la difficulté aujourd'hui. Je crois qu'il faut faire attention à ce que les fossés ne se creusent pas et que la ville ne vienne pas nous expliquer comment on doit fonctionner dans nos territoires, et que les pouvoirs publics comprennent qu'effectivement l'égalité est nécessaire, notamment au niveau des infrastructures. Nous, on s'occupera des usages. Merci beaucoup Bruno. Pierre Matonnier, une vision justement à 20 ans, un coup dans le rétroviseur et un coup à travers le pare-brise qui va beaucoup plus loin. Oui, j'avoue que merci Madame la Ministre d'honorer votre présence la ville d'Aurillac. Je crois que vous allez devenir résidente aurillacoise, puisque ça fait 3-4 fois que vous venez dans le... Voilà, très bien. Monsieur le préfet, bon voilà, je voudrais bien rebondir sur les propos à la fois du géographe Monsieur Faburel, parce que effectivement ces perspectives, pour moi je pense que c'est une perspective qui peut constituer pour notre pays un axe de développement, parce que le raisonnement par les villes moyennes et la diffusion de l'évolution de la société passera par les villes moyennes. Un programme d'État qui a mis à l'honneur ces villes moyennes, c'était Action Cœur de Ville. Et Action Cœur de Ville a fait confiance au territoire, je rebondis sur les propos de Bruno Faure, en donnant pas les solutions, mais en donnant les moyens
que les élus de ces territoires puissent exprimer un projet structurant avec une vision pour rendre les villes moyennes justement plus agréables. Et dans ce maillage qui pourrait être fait, je pense qu'Action Cœur de Ville, si nos incertitudes législatives se résorbent, ou en tout cas si on arrive à avoir un exécutif peut-être qui reprenne la main si la situation se dégrade encore avec la démission du premier, enfin la révocation, le manque de confiance. Donc voilà. Mais en tout cas, si un futur gouvernement, si le gouvernement actuel n'est pas maintenu, il y aura nécessité de travailler sur ce projet Action Cœur de Ville, qui est la bonne échelle pour insuffler un dynamisme sur les territoires et un contre-pouvoir ou une contre-proposition à l'urbanisation croissante des métropoles. Sur l'avenir du numérique, eh bien, bon, je vais parler en tant que maire de la ville d'Aurillac et pour dire que le passé et le futur va nécessiter que l'on travaille à ce que la fracture numérique ne s'aggrave pas. Les risques, les opportunités qui seront créées par le numérique dans les 20 ans qui viennent sont essentielles. Bruno Faure les a rappelés, mais il y a le téléenseignement, la télémédecine, tout ce qui permet d'offrir des services à des personnes isolées en milieu rural. C'est bien évidemment par le numérique que ça se produira. Mais le numérique, encore faut-il avoir la formation, y accéder et être capable d'utiliser ces outils. Donc la ville d'Aurillac, en l'occurrence, mais à l'échelle de l'agglo, il y a eu bien évidemment la même chose, a mené tous les ans une enquête sur l'agilité numérique. Alors c'était une enquête qui était menée avec tous les partenaires, notamment les ambassadeurs du numérique, que ce soit les centres sociaux, etc. Tous les organismes qui avaient des animateurs numériques dans leur structure et qui ont interrogé la population grandeur nature. Donc en 2024, octobre 2024, il y a eu 600 personnes interrogées dans la rue sur leur agilité numérique et leur rapport au numérique. Et ce qui ressortait, c'était que nous avions globalement 30% de la population qui avait le sentiment de ne pas maîtriser les outils numériques. Alors soit pas du tout, soit insuffisamment. Et la volonté qui transparaît, qui peut être affichée à l'issue de cette analyse, c'est de proposer des formations, et Dieu sait s'il peut y en avoir par les différents organismes qui font des formations pour justement éduquer au numérique. Alors c'était la volonté municipale d'avoir un espace public numérique notamment qui assure des formations au plus près des citoyens, soit individuelles, soit collectives. Et je pense que les maisons France Service répondent aux demandes des individuels, notamment un certain nombre de remplissage de dossiers, etc. Mais il y a aussi une formation collective parce que les outils du numérique évoluent. Et je pense que dans les 20 ans qui viennent, eh bien, cet accompagnement individuel va devoir être maintenu parce que, on peut le constater, il y a de plus en plus d'applications qui vont naître pour répondre aux besoins des particuliers ou des professionnels. En tout cas, ce numérique sera de plus en plus présent dans nos vies, c'est évident. Ensuite, sur l'autre point que j'aurais pu éventuellement développer, eh bien, c'est l'influence du numérique en complément avec les activités qu'a cité Bruno Faure. Eh bien, c'est le tourisme. Le tourisme, il vit fortement par le numérique. Alors la communauté d'agglo, on avait fait un projet innovant il y a 8 ans sur le rocher de Carlat. C'était l'expression 3D du château qui était au XVIe siècle et qui avait été détruit et qui était un des plus gros châteaux de la région. Donc il y avait une image, mais le numérique a évolué. Et quand le prince de Monaco est venu sur notre territoire, eh bien, on a convenu que cette installation, eh bien, aujourd'hui, elle était datée.
Et par contre, l'évolution, que ce soit par les jeux, par les outils aujourd'hui du numérique, eh bien, vont nécessiter qu'on adapte ce produit pour faire un produit qui soit au goût du jour, avec un univers inspiré des progiciels de jeu et qui permettent peut-être sous la forme d'un escape game d'avoir une activité intéressant les familles et portant aussi un message culturel sur cette histoire de ce rocher. Donc les outils numériques, eh bien l'univers, comme ça a été dit par Sébastien, personne n'avait prévu que dans 20 ans, on n'aurait pas prévu les applicatifs qu'on a aujourd'hui. Et bien évidemment, cet exercice de prospective, il faut être humble parce qu'on n'arrivera pas à les projeter. Et puis le monde évolue très très rapidement. Mais je pense que sur les applications, il va y avoir une diversité, un foisonnement d'applications qui doivent être complétées par la formation des citoyens, parce que si on est déconnecté des citoyens, eh bien ces applications, on en deviendra captif. Je voudrais le troisième point que je voudrais évoquer, c'est ça, c'est que à partir du moment où on ne comprend pas, on subit. Et c'est aussi important qu'il y ait une éducation aux activités numériques. Donc je me dis que dans le cadre des formations, il y a bien évidemment les acquisitions de sujets de techniques pures, mais il y a aussi la philosophie derrière, et à l'ère de la post-vérité ou de la contre-vérité, ces outils numériques, et ça peut être la pire et la meilleure des choses. Donc, si on ne comprend pas le mode de fabrication, les éventuelles sources de données, et donc les développements futurs qui peuvent être très importants sur des divers domaines, eh bien, si on ne comprend pas, on sera captif de ces éléments, et ça risque de faire comme avec les équipements d'aide à la conduite, où on ne pourra plus vivre sans. Mais quand on a une caméra de recul en voiture, eh bien, on peut mesurer que quand elle est cassée, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué de piloter. Donc il faut à la fois comprendre, savoir utiliser ces outils, mais au-delà aussi avoir une approche critique. Et c'est bien l'enjeu, à mon avis, dans les 20 ans à venir, de la formation qui devra être assurée pour ne pas devenir captif et esclave de ces outils. Voilà. Merci beaucoup Pierre. On va se téléporter dans le Gers avec Cyril Cotonna. Cyril, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Eh ben nous aussi, dis donc, c'est magique. Excusez-moi. Donc voilà, je te branche sur la salle. Voilà. Donc du côté de la MRF, à quoi elles ressemblent les ruralités entre guillemets numériques des 20 ans qui viennent? Alors, tout d'abord, merci, bonjour Madame la Ministre, bonjour Monsieur le Préfet, ainsi que tous les élus en vos grades et qualités. Bonjour Sébastien, d'abord je voudrais m'excuser de ne pas être présent parmi vous, mais des impératifs professionnels et de déplacement, de mobilité m'ont contraint de suivre cet événement et d'être parmi vous en visio. Et avant de répondre à la question de Sébastien, je voudrais d'abord féliciter Sébastien parce que et toute son équipe, et puis souhaiter un bon anniversaire à Ruralytique parce que Merci. 20 ans d'avoir travaillé, d'avoir traité de ces sujets, donc autour du numérique, autour de l'innovation, dans des territoires ruraux, en l'occurrence le Cantal, et merci au conseil départemental, à la ville d'Aurillac aussi. Il fallait oser, il fallait le faire. 20 ans après, vous êtes là. C'est quand même un âge important, et je vous souhaite donc une longue vie pour les 20 ans qui suivent. Alors pour nous, sur les 20 ans qui ont passé finalement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à la MRF, aujourd'hui, on se sent entendu. Alors, pas forcément tout le temps écouté, mais sinon, on s'ennuierait. Parce que vous savez très bien que les ruraux ont toujours, les maires ruraux ont toujours ont à cœur de leur territoire.
que ce soit des communes, que ce soit des cantons, et ont toujours à cœur de défendre et d'évoluer. C'est déjà une bonne chose. Déjà une bonne chose. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites, surtout ces dernières années, et notamment, je pense, bien entendu, avec le plan France Ruralité, hein, qui est qui a suivi l'agenda rural, et notamment les derniers dispositifs tels que les villages d'avenir, qui ont permis à un certain nombre de communes, hein, qui n'avaient pas de bourg-centre, de pouvoir porter des projets et de pouvoir, car c'est ce qui manque énormément dans des territoires comme les nôtres et dans des communes comme les nôtres, de l'ingénierie, d'être aidé par des chefs de projet, d'être aidé par des services d'ingénierie. Alors, ça passe effectivement, hein, un gros rôle également qui se développe dans tout ce qui est transition énergétique et transition écologique, forcément. J'ai quand même apprécié un certain nombre de propos de Monsieur Faburel et des présentations qu'il a faites. Alors effectivement, hein, aujourd'hui, je suis persuadé que les territoires ruraux seront peut-être la sortie et l'espoir ou le développement de notre pays dans les années à venir, qu'on a un certain nombre d'atouts et qu'il est important de préserver. On doit absolument travailler en coopération avec les métropoles ou avec les grands centres urbains, et on doit essayer de sortir de cette sorte de vassalité et d'entendre toujours des discours de donneurs de leçons que l'on peut entendre. Donc, il y a donc ce plan France Ruralité, il y a un développement sur l'attractivité économique, notamment avec, il y a eu les ZRR, hein, qui a été pérennisé, et là je remercie vraiment ce gouvernement, et qui sont devenus des FRR, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable dans des territoires très ruraux où la plupart du temps la première activité est une activité agricole qui derrière dépendait un certain nombre d'emplois. Direct ou indirect, ce n'est pas négligeable. Une recommercialisation, on a revu aussi le développement de l'artisanat et de l'installation d'un certain nombre de commerces adaptés dans des centres qui ont aussi pu avoir des dispositifs de développement comme les petites villes de demain, qui a permis de recentraliser et de refavoriser ces bourgs-centres qui avaient perdu un certain nombre d'attractivités et qui, pour des ruraux ou des gens qui habitent à proximité, sont vraiment le premier lieu de vie, très très important. Et puis on peut aussi imaginer, et je reprends ici les propos de Monsieur Faburel, qu'effectivement il y a une connaissance très très importante au plus près du territoire, et ce n'est que par la coopération avec les conseils départementaux, avec les conseils régionaux, avec un certain nombre de collectivités, que des projets peuvent être amenés, qui peuvent fonctionner dans une ruralité, mais pas forcément dans l'ensemble de la ruralité. Là aussi, il y a la question de différenciation qui est très importante. Alors sur les 20 ans à venir, le premier point, c'est quand même, je pense que il y aura un gros travail sur l'habitat, puisqu'on connaît quand même une crise du logement. Il y aura aussi, alors, mis à part le zéro artificialisation, c'est quand même cet habitat. On voit par-ci par-là des corps de ferme qui, il y a quelques années, abritaient 3, 4, 5 générations, qui aujourd'hui, au mieux, abritent une seule génération, avec des populations qui vieillissent. Il y aura tout un travail de réhabilitation d'un certain nombre d'habitats, qui permettront peut-être de faire venir un certain nombre de nouvelles familles, derrière des naissances, parce que ça aussi, l'avenir d'un territoire ou l'avenir d'un pays, c'est quand même la jeunesse, le développement. Ça peut se faire avec quoi? Notamment le développement du numérique. Donc, effectivement, on a les infrastructures qui commencent à se développer de plus en plus, notamment avec la fibre, et c'est une bonne chose, qui a été pris en charge partie par l'État, mais également pas mal par des collectivités. Demain, c'est là, le président Faure l'évoquait, effectivement, c'est
le développement de l'action, de la connexion sans fil et du mobile, la 5G, on a encore des gros soucis de communication dans certaines zones de ruralité qu'il sera nécessaire de corriger. Parce qu'effectivement, derrière, cela permettra un développement d'activité, un changement que l'on voit s'opérer qui va très très vite en termes de travail, de professionnalisation, d'activité, et peut-être aussi inciter, c'est ce que l'on voit de plus en plus avec les jeunes générations, ça fait déjà quelques années que ça arrive, où on a de plus en plus de jeunes qui préfèrent créer leur entreprise, qui savent qu'ils ne resteront pas forcément à la même entreprise pendant tout au long de la carrière, plutôt que d'avoir un travail sur une entreprise sur 30 ou 40 ans. Donc voilà. Et un dernier point, parce que je suis persuadé que de toute façon, la technologie est là pour améliorer le quotidien de l'humain avec un grand H, et non pas l'inverse. Que là, on a une grande révolution qui pourrait peut-être s'opérer par une révolution industrielle que l'on a connue nos prédécesseurs ont connu au 19e siècle. C'est le développement qui va très très vite de l'intelligence artificielle. Ça, si on l'adopte bien, et là je suis tout à fait d'accord avec les propos de Monsieur le maire d'Aurillac, il faut qu'il y ait une véritable culture, une véritable appropriation des outils du numérique en général, et ça, avec les jeunes générations, ça peut être fait en renforçant au niveau de l'école et de l'école rurale, d'où l'importance de laisser des petits pôles d'écoles rurales dans nos territoires et de ne pas entrer sur des écoles XXL. Et c'est surtout de pouvoir former également tout au long de l'année, et là les maisons France Service jouent un rôle très important qu'il faudra pérenniser et vraiment sauvegarder, de pouvoir former nos populations, parce que l'intelligence artificielle, je le crois, est un atout pour nos territoires, est un atout pour un certain nombre d'activités. Ça va des activités industrielles, commerciales, etc., jusqu'à la santé, et il serait dommage que l'on passe à côté de ce que le monde est en train de vivre. Merci beaucoup Cyril Cotona, donc maire de la Devèze-Rivière dans le Gers, président de la MR32 et en charge des questions numériques à la MRF. Merci beaucoup pour cette contribution. On va continuer notre tour de table assez librement en compagnie de Régis Banquet, vice-président de la FNCCR et président du CIADEN, fin connaisseur de ces questions d'infrastructure numérique, entre autres, mais aussi des questions d'eau. Voilà, on est de tout cœur avec vous par rapport à ce que vous avez vécu dans l'eau de cet été. Hein, on a beaucoup pensé à vous. Pour autant, maintenant que, je dirais, c'est passé, projetons-nous dans l'avenir, et à quoi ressemblera-t-il ? Merci. Je voudrais bien sûr saluer Madame la Ministre, vous saluer mes collègues élus, vous saluer à tous. Donc, très heureux ce matin d'être ici pour représenter la FNCCR lors de cette plénière, pour fêter quelque part les 20 ans des réseaux d'initiative publique. Ça fait depuis 2005 que ces réseaux ont été lancés, les réseaux de première génération. Et donc ces réseaux, première, deuxième génération, ont connu des développements divers. Donc on a parlé du mobile, 2G, 3G, etc., New Deal, zones blanches, etc., qui ont été évoquées. On est passé de l'ADSL à la montée en débit, aujourd'hui à des réseaux radio ou fibres. Et ces grands investissements sur le numérique, ils étaient cruciaux pour, bien sûr, nos territoires ruraux, parce que c'est le train de la croissance, et il est interdit pour nous de rester à quai. La croissance française s'est assise sur l'économie numérique ces 20 dernières années, et pratiquement un emploi sur deux était dû à l'économie numérique. Et demain, bien l'avenir passera aussi par l'innovation, par le numérique et bien sûr ses usages. Et aujourd'hui, on ne peut que constater que pour 80% des enfants qui rentrent en maternelle aujourd'hui, leur futur métier est inconnu et sera développé grâce à l'innovation et donc grâce au numérique. Donc il faut se féliciter que les collectivités se soient saisies à un certain moment de cet enjeu majeur d'aménagement du territoire. Mais comme le président du département, je vais y apporter le bémol de la politique publique qui a été initiée par l'État, notamment en 2009, où on a cloisonné d'un côté les zones rentables
confiées au privé, et d'un autre côté, les zones, entre guillemets, non rentables, confiées à l'initiative publique. Mais qu'est-ce que ça représente? C'est-à-dire qu'à Paris, Lyon, Marseille, c'était gratuit, le numérique. Et par exemple, dans l'Aude, c'est 250 millions d'euros. Et ces 250 millions d'euros, il a bien fallu les sortir. Bien sûr, l'État nous a accompagnés, mais toutes les collectivités se sont mobilisées. Mais ce n'est quand même pas juste bien de dire aux territoires ruraux, débrouillez-vous et financez votre propre aménagement numérique, sachant qu'une prise dans une ville, dans une métropole, c'est entre 200 et 300 euros. Dans un territoire rural, et je pense que dans le Cantal, c'est pareil que nous, ça peut aller jusqu'à 10, 15, 20 000 euros la prise, lorsqu'on aménage le territoire. Donc, il était hors de question pour nous, élus ruraux, de créer un territoire national à deux vitesses avec ceux qui ont le numérique et ceux qui ne l'ont pas. Donc, bien sûr, tous les territoires ruraux se sont saisis bien de ce projet, ont créé alors, des structures diverses, ceux des syndicats, c'est autres, et on a réussi à s'organiser, à mobiliser des moyens et à créer à l'échelle de ces territoires-là des mécanismes de solidarité et de péréquation qui nous ont permis bien de réaliser ces investissements. Mais encore aujourd'hui, par exemple, dans le département de l'Aude, on a quasiment fini tous nos investissements, mais on est sans cesse en train d'échanger avec des structures nationales, telles que la NCT, etc. Et aujourd'hui, on arrive au bout des investissements, mais l'État nous doit encore 15 millions d'euros et on remplit les dossiers une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis quatre fois. Et on attend. Je pense que ça va se débloquer dans les prochaines semaines, puisque j'ai eu la chance de rencontrer à l'entrée une personne de la NCT, mais c'est quand même difficile de faire supporter en plus aux territoires ruraux cette dette inutile qu'elle est obligée de contracter parce qu'il faut payer les entreprises et que les subventions ne viennent pas. Mais au-delà de l'aspect purement financier, nos politiques publiques ont été obligées de s'adapter. Donc, je l'ai dit, que ce soit sur les réseaux mobiles ou le réseau fibre. Et ce spectre a obligé quand même ces territoires ruraux à participer à cet investissement, alors que cet argent aurait été aussi utile ailleurs pour bien faire décoller nos territoires ruraux par rapport aux métropoles. Mais je dirais le bon côté de la pièce, c'est que les collectivités se sont prises en main pour aménager, pour construire des territoires durables, des territoires grâce au numérique qui retrouvent de l'attractivité. Ces multiples initiatives, que ce soit les réseaux d'initiatives publiques ou autres, ont permis eh bien, d'apporter une acculturation, d'apporter un appui à la population, d'apporter je dirais, de nouvelles formes de communication et surtout de nouvelles formes parfois de métiers ou d'habitude, que ce soit dans les maisons France Service, que ce soit dans les tiers-lieux. Toute l'inclusion numérique qui a été portée par les collectivités sont des beaux projets aujourd'hui qui inondent nos territoires ruraux. L'implication des collectivités dans ce cadre-là a été remarquable, que ce soit sur bien les usages, puisque aujourd'hui la quasi-totalité des collectivités, que ce soit départementales ou autres, s'impliquent dans les usages numériques, bien sûr pour améliorer notre souveraineté, mais également avec, je dirais, une vision où il y a une carence de l'investissement privé sur les objets connectés, objets connectés nous permettront d'avoir des améliorations dans le quotidien de nos concitoyens, par exemple sur l'habitat, par exemple sur les compteurs d'eau. On a vu à la Biennale des objets connectés à Granville dernièrement comment ces objets connectés pouvaient amener un plus à nos concitoyens et surtout dans les zones rurales. Et c'est pour ça, et je remercie la Banque des Territoires d'avoir lancé ces appels à projets de territoires durables et connectés qui ont permis, comme par exemple à notre territoire, de créer des initiatives et de créer des structures, comme nous avons créé une CEMOP, pour amener ce service public dans les territoires et au plus près de nos concitoyens. Alors, aujourd'hui, notre souhait pour l'avenir, c'est quoi ? C'est que, l'État reste stratège, parce qu'il faut avoir un État stratège pour les planifier, réguler, avoir une homogénéité des politiques publiques en respectant, bien sûr, des engagements forts au niveau financier. On a, depuis de nombreuses années, à la FNCCR, une revendication sur la création d'un fonds de péréquation, parce que, tu as parlé, Sébastien, des incendies qui nous ont touchés. C'est plus de 30 km de réseau fibre qu'il faut reconstruire.
C'est des poteaux qu'il faut replanter, plus de 1000 poteaux, c'est tout ça. Et donc un réseau, ça a une vie. Une vie, eh bien cette vie doit être accompagnée par un fonds de péréquation. Notre ancien président en avait créé un, mais qui n'a jamais été abondé. Donc l'idée, c'est d'arriver à créer cette péréquation nationale pour pouvoir bien travailler sur la résilience des réseaux et, je dirais, lutter contre, bien sûr, les aléas climatiques lorsqu'ils surviennent dans des territoires. Il faut assurer la pérennité des réseaux d'initiative publique de deuxième génération, ceux qui sont aujourd'hui en cours de terminaison d'investissement dans tous les départements. Il y a aujourd'hui des réseaux d'initiative publique qui sont confrontés à la hausse des tarifs de gros et notamment des tarifs récurrents de cofinancement pour tenir compte des suggestions techniques locales. Et à cela, il s'ajoute la durée des IRU qui a été doublée, qui est passée de 20 à 40 années, qui pèse et qui est un véritable caillou dans la chaussure des réseaux d'initiative publique. Leur viabilité est en jeu aujourd'hui, et donc il faut qu'on ait une réflexion là-dessus pour pouvoir pérenniser ces réseaux dans les territoires, et bien sûr impulser cette dynamique qui est déjà partie, mais une dynamique à travers, ça a été dit en introduction, à travers ces territoires d'équilibre qui sont assis sur les villes moyennes, les territoires ruraux, et où on peut accueillir une nouvelle économie, une économie avec un écosystème qui peut s'appuyer sur le numérique, l'intelligence artificielle, les data centers, etc. Introduire un enseignement supérieur dans les villes moyennes, comme ça a pu être fait dans certaines régions. Et cet écosystème qui va avec va permettre aux villes moyennes de se développer, comme ça a été dit par le président d'Agglo d'Aurillac. Donc voilà un peu, je dirais, l'avenir comme on l'entrevoit. Et encore des questions se posent. Et c'est des questions qu'on est prêt à étudier avec l'État, bien sûr, pour essayer d'avoir un avenir radieux au niveau du numérique sur nos territoires ruraux. L'avenir et ses conditions de faisabilité. Avenir qui sera connecté, on l'a bien entendu. Merci beaucoup, Régis Banquet. On est un petit peu en retard sur notre timing, d'une vingtaine de minutes, donc on va essayer de compacter un petit peu sans trop vous presser. Avenir connecté, on le disait, Gaël Serrandour, la Banque des Territoires et le groupe Caisse des Dépôts sont aux côtés des collectivités depuis le début de ces aventures de l'aménagement numérique des territoires. Dans les 20 prochaines années, la banque sera toujours aux côtés des collectivités ? Alors, absolument, certainement, et je vais le développer, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs. Merci, cher Sébastien, de nous avoir conviés pour cet anniversaire des 20 ans de Ruralytique. Et comme tu nous avais informé qu'il y allait avoir ce propos liminaire sur les ruralités et où finalement on a appris que tout avait été écrit énoncé depuis 40 ou 50 ans, je me suis posé la question, à l'occasion de ce 20e anniversaire, si au cours de ces 20 ans de Ruralytique, on avait effectivement déjà épuisé l'ensemble des discussions en termes de retour, là pour le coup, pas encore vers le futur, mais de retour en arrière. Alors, j'ai retrouvé, et le président Faure pourra attester à mes côtés qu'il s'agit bien d'un papier, c'est pas du numérique, qui date d'il y a une quinzaine d'années, qui parle bien, et comme dans tout bon journal, on parle de Ruralytique et d'Aurillac, et j'ai essayé de retrouver ce qu'on disait il y a 15 ans, évidemment. Donc, l'enjeu, c'était de gagner la bataille du numérique. C'était évidemment la révolution numérique avec le très haut débit, et le président Banquet a rappelé tous les enjeux, mais le président Faure aussi, de ce qui se passe en Auvergne particulièrement. Et puis, on parlait déjà d'usage. Mais ce que je trouve intéressant par rapport à ce qui se disait il y a 15 ans, on parlait d'éducation, on parlait de réseaux sociaux. Alors à l'époque, il y a 15 ans, il n'y avait qu'un seul réseau social, je ne le citerai pas, mais il commence par une lettre F. On parlait de seniors, président Faure, vous avez parlé de maintien à domicile pour les personnes âgées, il y a le sujet de l'accès aux soins qui est dans cette thématique-là, et puis de collectivité territoriale. Alors il y a 15 ans, on parlait à peine de parapheur électronique pour les élus. Aujourd'hui, on est à la dimension que le président Banquet a évoquée sur les objets connectés. Mais donc tout ça pour dire que peut-être que Ruralytique a déjà énoncé des choses au cours de ces 20 dernières années, mais chaque année, les sujets évoluent en fonction de l'actualité. Et effectivement, on ne parlait pas d'intelligence artificielle, bien entendu, il y a une dizaine d'années. Donc merci en tout cas pour cette invitation chaque année, parce que c'est un rendez-vous très important où on peut effectivement avoir en partage une certaine vision de comment on doit aménager nos territoires.
Et alors, en écho à ce qui a été présenté tout à l'heure, et pour indiquer comment nous, Banque des Territoires, on est prêt à se projeter pour les années qui viennent, j'ai l'impression, j'ai envie de réagir à chaud en disant que le désir de campagne qui a été évoqué tout à l'heure, en réalité, il n'a pas pu et il ne peut peut-être pas encore totalement être assouvi aujourd'hui pour les urbains, parce qu'il manque un certain nombre de dispositifs, d'infrastructures. Quand bien même on a une résidence secondaire, ça ne suffit pas. Ce sentiment d'abandon des territoires ruraux, il n'a pas été encore totalement adressé, même s'il y a déjà beaucoup de politiques publiques qui essaient de résoudre et de répondre. Mais en termes de maintien des commerces, de revitalisation, de mobilité, d'accès à l'énergie, il manque un certain nombre aussi de réponses et de solutions concrètes pour que ce sentiment d'abandon soit définitivement annulé. Et en ce sens, je rejoins assez bien le président Faure qui parlait d'infrastructures et de déploiement d'infrastructures à réaliser. Parce que la bonne nouvelle, c'est que finalement, pour résoudre finalement entre le désir de campagne et le sentiment d'abandon, c'est que pour répondre à tout cela, il nous faut absolument des infrastructures essentielles sur nos territoires. C'est ce qui a d'ailleurs été fait dans le numérique, puisque voilà plus de 10 ans, 15 ans que des infrastructures numériques, le mobile, la fibre, se déploient. Et aujourd'hui, nous, ce que l'on voit dans les ruralités, et depuis 2022, où malheureusement on a eu, et on ne sait pas encore l'expliquer, un point bas dans les sollicitations des territoires ruraux, mais 2023, 2024, et là, sur ce premier semestre 2025, on a eu un accroissement de la demande des territoires ruraux en accompagnement, en projet, en ingénierie, en financement. C'est 12 à 15% de projets supplémentaires chaque année qu'on réussit à accompagner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre proposition et notre volonté, c'est d'accompagner ces nouveaux dispositifs d'infrastructures dans les territoires. Bien sûr toujours avec le numérique, mais si j'en cite d'autres qui illustrent un peu ce que l'on voit et ce que l'on finance aujourd'hui, parfois c'est des unités de filtration d'eau potable dans des territoires très ruraux, c'est un centre de méthanisation un peu au loin de Saint-Malo, c'est de la rénovation de réseaux d'assainissement dans les Pays de la Loire. C'est évidemment le déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques. Il ne faut pas croire que ça n'est qu'un sujet urbain. C'est évidemment, si on veut favoriser la mobilité, décarboner notre mobilité en France, il faut aussi que on ait des points d'accès de recharge de véhicules répartis sur l'ensemble du territoire, et donc y compris dans les zones rurales. Voilà des exemples de projets qui nous arrivent de plus en plus et qu'on est en capacité de financer. Et tout cela dans le cadre, d'ailleurs, vous étiez sous votre égide, Madame la Ministre, le 20 juin dernier, le Premier ministre a signé un protocole d'accord pour 3 ans entre la Caisse des dépôts et le gouvernement pour accompagner, nourrir France Ruralité avec un certain nombre d'actions. Et je trouve que ce que nous avons défini ensemble comme grande thématique illustre finalement ce que nous venons d'évoquer. On souhaite soutenir l'entrepreneuriat rural au plus près en essayant qu'il y ait 15 000 bénéficiaires qui aient accès à des dispositifs de soutien. C'est évidemment maintenir et développer le commerce en centre-bourg et en zone rurale, par exemple en soutenant des opérateurs locaux ou des foncières rurales. C'est travailler sur le sujet de la ressource en eau qui est critique, hein, qu'on soit dans l'adaptation ou le traitement de l'eau. Et puis c'est également la santé, vous l'avez cité monsieur le président Faure. C'est vrai que même à Aurillac, si on a besoin d'un spécialiste, on peut éventuellement aller à la pharmacie rue des Carmes et on peut bénéficier d'un service de télémédecine dans une cabine présente dans la pharmacie, mais ça, à la limite, ça peut répondre aux besoins des Aurillacois. En revanche, il nous manque de manière répartie, évidemment, beaucoup plus de points d'accès. C'est la raison pour laquelle, en 2025, on souhaite, nous,
appuyer la volonté du gouvernement de déployer des médicobus. Aujourd'hui, sur les 100 médicobus qui avaient été annoncés par le gouvernement il y a quelques années, il n'y en a que 11 qui ont été déployés. Donc on a vraiment l'ambition commune d'en déployer beaucoup plus. Et c'est ce qui permettra sans doute de compléter. Ça n'est pas une solution, c'est comme les maisons France Service. On a aussi des bus France Service qui sont itinérants. Tout ça se complète et l'un n'est pas exclusif de l'autre. Et en conclusion, je trouve très très intéressant qu'on partage ensemble le fait qu'en effet, ça n'est certainement pas aux urbains, à la grande métropole et aux médias nationaux à imposer des schémas, des montages ou les bons projets à réaliser. Et pour illustrer cela, je voudrais vous dire que sur le site de la Banque des Territoires, on a déjà recensé 4000 expériences uniquement rurales. Village d'avenir, Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, où ce sont des expériences locales. Et on s'astreint chaque semaine à mettre 4 nouvelles réalisations, 4 nouveaux projets par semaine qui sont réalisés dans les territoires ruraux. Tout ça pour favoriser le partage de connaissances et l'appropriation, l'idée de capitaliser. Et donc ça n'est pas Paris qui parle au territoire, c'est chaque territoire qui se parle les uns aux autres. Et je crois que le président Banquet, vous mentionniez le programme Territoire intelligent et durable. C'est cet esprit qu'on essaie de déployer dans Territoire intelligent et durable, où on organise des rencontres entre territoires, et quand le syndicat du Finistère discute avec le syndicat de l'Aude, ben, vous partagez des expériences, des problématiques, et vous essayez de résoudre des sujets communs. Et donc je crois que c'est par ce biais-là, du partage d'expériences, de capitalisation, la caravane des ruralités qui se déplace dans les territoires et qui, au plus proche, permet d'aller vers les entrepreneurs, les particuliers évidemment, sont des bonnes solutions pour que les territoires ruraux et les ruralités se travaillent et coopèrent entre elles. Merci beaucoup Gaël. On l'entend dans votre propos. Pour un investisseur de long terme, l'avenir, il a déjà commencé à être écrit il y a un certain temps. Donc les projets sont, sinon dans les cartons, certains sont déjà actifs et vont structurer peut-être à minima la décennie qui vient. Georges Bras, groupe La Poste, entreprise de proximité, fortement impactée par le numérique il y a quelques années, qui est en transformation permanente, très impliquée dans les France Service, les camions jaunes, l'allée vert. Donc les 20 ans qui viennent dans la ruralité, selon La Poste, ça donne quoi? Bonjour à toutes, bonjour à tous, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs. Je pense que... Pardon. Voilà, avec ce micro c'est un petit peu mieux. Donc, bonjour à toutes et à tous, bonjour Madame la Ministre et bonjour à chacun en vos grades et qualités respectives. Donc on va m'inviter à parler des 600 ans d'histoire de La Poste. Non, je plaisante. Donc je vais plutôt revenir sur La Poste il y a 20 ans, La Poste aujourd'hui, et comment on peut se projeter pour les 20 prochaines années pour rester dans l'exercice. Il y a 20 ans, le métier de La Poste, c'est distribuer le courrier. C'est 18 milliards de plis qui étaient distribués, donc chaque année. Aujourd'hui, le volume de courrier qui est distribué, il a fortement chuté, 6 milliards de plis. Je vous remercie toutes les uns et les autres et tous pour les cartes postales que vous avez envoyées cet été à vos proches, à vos familles. L'été n'est pas totalement fini, donc n'hésitez pas effectivement à envoyer une petite carte postale au départ d'Aurillac à vos proches pour continuer à alimenter le courrier. On le sait, le courrier va continuer à diminuer. Nous, dans notre stratégie, on pense qu'on sera sur un niveau, j'ai envie de dire, plancher de 3 milliards de plis, donc dans les prochaines années. Bien évidemment, c'est une perte de chiffre d'affaires qui n'est pas neutre. Si je regarde le chiffre d'affaires du groupe La Poste en 2013, sans remonter aussi loin, 22 milliards. La baisse du courrier, 7 milliards. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires, c'est 34 milliards. Donc on voit que le modèle de La Poste a complètement changé par rapport à ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Essentiellement un chiffre d'affaires qui était concentré sur le courrier, puisque plus de 50% du chiffre d'affaires était concentré sur le courrier. Aujourd'hui, plus de 50% du chiffre d'affaires est sur le colis, et le courrier ne représente que 15% du chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires qui a progressé, 22 milliards en 2013, 34 milliards aujourd'hui. Donc on voit bien qu'en vérité, la baisse du courrier a été compensée par de nouveaux métiers que La Poste exerce. De nouveaux métiers, bien évidemment, en lien avec nos cousins de la Banque des Territoires et l'opération qu'on appelle Orange, avec la CNP qui a été apportée, qui crée aujourd'hui
un grand groupe de banques assurances à l'échelle européenne. Donc la Banque Postale, adossée à SNP, fait partie des 10 plus grandes banques françaises et même européennes. Donc ça pèse effectivement sur le système. Ça permet bien évidemment d'assurer l'accessibilité bancaire pour les plus fragiles, mais un rôle de banquier pour l'ensemble du tissu économique, et les collectivités locales le savent bien, puisque la Banque Postale est le premier prêteur des collectivités locales. Un modèle qui a pivoté, puisqu'on développe fortement le colis, je l'évoquais, un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires. On a participé complètement et on a bien évidemment profité du e-commerce qui s'est très fortement développé. D'ailleurs, à Vivatech, cette année, nous avons fêté les 30 ans du e-commerce qui alimente effectivement donc nos ensembles de nos différentes plateformes de courrier et de colis et qui alimente effectivement notre activité. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, la Poste, elle a complètement changé. Nous avons défini une raison d'être, je vous la cite, au service de tous, utile à chacun, la Poste, entreprise de proximité humaine et territoriale. L'idée, c'est que la Poste, on lui fait confiance. On a confiance dans le facteur, on a confiance dans la Poste. Donc, c'est comment la Poste peut répondre aux besoins des différents territoires, parce que l'avenir de la Poste ne passera pas par le courrier. Le colis en partie, mais comme aujourd'hui c'est une activité très concurrentielle, il faut développer de nouveaux métiers. On les a développés autour du numérique en s'adossant justement sur cette confiance de la Poste. DocaPost, qui est la filiale numérique de la Poste, qui, dans les premières années, était là surtout pour accompagner la suppression du courrier des entreprises et accompagner les entreprises sur la numérisation du courrier. Comment est-ce qu'on envoie des mailings, comment est-ce qu'on transforme ces différents courriers, comment est-ce qu'on développe les parapheurs électroniques, comment est-ce que l'on développe les coffres-forts numériques, etc. Et c'est un peu toute cette confiance qu'on a développée qui a permis à DocaPost aujourd'hui de devenir un acteur de référence. Et bien évidemment, les enjeux de demain, nous on les voit plutôt sur les sujets autour de la confiance numérique. J'y reviendrai tout à l'heure. Confiance dans la Poste, on l'a aussi autour notamment des services de proximité humaine. Clairement, dans les enjeux que nous aurons demain, c'est tous les enjeux autour de la transition démographique, bien évidemment la transition écologique, et ça a été notamment largement évoqué par le géographe qui est intervenu juste avant, mais la transition démographique avec un mur face à nous. Le vieillissement de la population est présent, et pour l'instant, aujourd'hui, les solutions que nous apportons, elles sont quand même assez modestes. Et donc, clairement, on le voit bien, il y a clairement la volonté d'avoir le bien vieillir à domicile, de vivre le plus longtemps chez soi, et d'ailleurs, c'est mieux pour les comptes de la sécurité sociale par ailleurs. Et c'est comment est-ce qu'on accompagne nos aînés. Et c'est pour ça que beaucoup de collectivités locales, aujourd'hui, nous sollicitent pour faire du portage de repas. 10 millions de repas qui ont été distribués par la Poste l'année dernière. On vise 15 millions de repas cette année. J'y suis pour rien sur la qualité des repas, nous ne faisons que le portage de repas. Je préfère le préciser si jamais vous avez des plaintes en la matière. Donc, aux côtés, bien évidemment, des collectivités locales et des CCAS. Pour la suite, comment est-ce qu'on peut voir les choses? Alors, clairement, aujourd'hui, on le voit, il y a le développement du numérique. J'ouvre juste une petite parenthèse. La Poste, c'est une entreprise humaine, 250 000 collaborateurs de par le monde, 230 000 en France. Clairement, les enjeux du numérique, pour nous, sont essentiels. Nous avons décidé, la DRH, de former, la Direction des ressources humaines, de former les différents postières et postiers à l'usage du numérique, avec un module de formation qui est obligatoire pour l'ensemble des différents postiers, et ensuite un module qui va être adapté en fonction du niveau d'expertise de chacun, de manière à ce que chaque postière et postier soit sensibilisé à l'usage du numérique, au développement de l'intelligence artificielle. Et c'est pas pour rien que 2 ministres sont venus à la fin du mois de juillet dans nos locaux pour justement mettre en avant l'ambition du gouvernement autour de l'intelligence artificielle et comment aussi on va accompagner les entreprises autour de l'appropriation de l'intelligence artificielle, et la Poste qui a été donc nommée, entre guillemets, ambassadeur de l'intelligence artificielle, avec Clara Chiappaz et la ministre du Travail qui était donc dans nos locaux. L'avenir. J'essaie d'être court pour respecter le timing. 1 minute sur l'avenir. L'avenir. 1 minute, c'est court. Waouh. 2, allez. Bien négocié. Ce dont on est persuadé, c'est que le réseau, il continuera à exister. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est que c'est vrai que la fréquentation dans les bureaux de poste a été divisée par 2 sur la dernière décennie. L'objectif, c'est de maintenir la bonne fréquentation. La bonne fréquentation, c'est quoi? C'est le bureau de poste, c'est l'agence postale communale, c'est la France Service, plus de 400 France Service postales, donc à travers les territoires. Alors souvent, on fait appel à nous dans les territoires où on a le plus de mal à développer des France Service. Mais soit. Je referme la parenthèse, je n'ai rien dit sur le sujet. Donc c'est de trouver bien évidemment la bonne forme de présence. La Poste .fr permet à ceux qui le souhaitent de pouvoir utiliser l'ensemble des services postaux sur Internet, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais on le sait, certains ne sont pas familiers de l'outil numérique ou ne le souhaitent pas. C'est un choix. Donc il faut développer effectivement le réseau physique,
avec l'accompagnement. Et donc, nous, on est persuadés que demain, ça passera par un réseau physico-digital. On teste différentes expérimentations, d'où l'idée des camions jaunes. Depuis maintenant un peu plus d'1 an, on expérimente sur 5 départements ruraux des camions jaunes qui vont au travers des différents territoires, sur des territoires très ruraux, sur des villages de 200-300 habitants. Alors je note que la densité moyenne fait que les communes, du moins les villages du Cantal sont autour de 200 habitants, mais il y a des territoires très reculés où installer une agence postale communale sera difficile, même avec le bon vouloir du maire. Donc c'est des camions jaunes qui vont au plus près de la population sur des demi-journées, sur la place du village, de manière à pouvoir répondre vis-à-vis des habitants aux besoins de poste. C'est d'autres expérimentations que l'on développe aussi, et notamment puisque je suis face à beaucoup d'élus ruraux, vous le savez peut-être avec le programme Bienvenue à la ferme, où on développe justement des relais post-commerçants, donc ou des relais pick-up, de manière à développer l'activité de vos fermiers et donc de faire du flux sur ce sujet qui permet aussi de répondre à ce besoin de poste. Donc d'où effectivement ce réseau physico qui est pour nous physico-digital qui est essentiel. Et ma conviction profonde, qui est personnelle mais qui est partagée par d'autres postières et postiers, c'est que demain l'avenir, le lien social sera essentiel. On se retrouve face à une société fracturée avec des conflits internationaux et on se pose beaucoup de questions sur l'avenir. Je suis persuadé que demain le lien social sera essentiel et que la Poste a un rôle à jouer sur le lien social. Le président Valls l'évoquait souvent, on a toujours pensé que le rôle de la Poste était d'apporter le courrier, mais peut-être que finalement le rôle de la Poste c'est de maintenir le lien social dans les territoires et que le courrier n'était que le moyen de maintenir ce lien social. Donc on est persuadé de ça, et surtout que les entreprises qui auront un avenir, ce sont des entreprises qui seront autour de l'intérêt général, autour de missions de service public. C'est pas pour rien que, même si certaines entreprises l'ont un peu décrié, la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, est mise en avant, et on le voit beaucoup se développe autour aussi de la responsabilité territoriale des entreprises, parce qu'on a un rôle à jouer avec les territoires, on a un rôle à jouer avec les acteurs locaux. Merci. Merci beaucoup Georges Bras. Effectivement, confiance numérique. Je rappelle le franc succès du coffre-fort numérique de La Poste. Et puis physico-digital, je crois que c'est bien ce sujet. Juste avant d'entendre Françoise Gatel, ministre déléguée à la ruralité, je me tourne vers Bernard Delcros, sénateur du Cantal et président du Parlement rural français, qui œuvre au quotidien pour faire évoluer non seulement l'image, mais aussi la réalité des ruralités. Dans 20 ans, ça donne quoi ? Alors, permets-moi, Sébastien, avant de répondre, de remercier Madame la ministre, chère Françoise, merci de... Elle ne m'écoute pas, alors je voulais la remercier. Je le ferai tout à l'heure. Merci, chère Françoise, de ta présence à Aurillac aujourd'hui pour cet événement. Mais c'était pas sa faute, elle était interpellée par son voisin. De ta présence aujourd'hui pour cet événement important. Et puis c'est la 3e fois en quelques mois que tu viens dans le Cantal. Je veux vraiment te remercier pour... je pense que tu expérimentes en direct le Cantal, ça vous gagne. En tous les cas, merci d'être présente et merci de ton soutien permanent. Et puis, comme c'est les 20 ans de Ruralytique, merci à toi, Sébastien. Merci au département, à tous ceux qui ont initié les journées Ruralytiques et qui les font vivre chaque année. Je pense à Fabien Mitianowski et d'autres également, parce que ces journées Ruralytiques, au fil du temps, elles ont trouvé leur place dans le paysage événementiel de notre pays. Et je pense qu'elles ont contribué à changer le regard sur la ruralité, en tous les cas, à faire prendre conscience que l'arrivée du numérique pouvait être une formidable opportunité pour les territoires ruraux et qu'il ne fallait pas louper cette opportunité. Je pense que le Ruralytique a contribué à cette prise de conscience, et c'est vrai que le numérique, d'une certaine façon, on parlait souvent des territoires enclavés, etc. Le numérique, d'une certaine façon, efface les distances et désenclave les territoires. Certes, il ne suffit pas, je partage ce qui a été dit, mais en tous les cas, il efface les distances et désenclave les territoires. Alors, dans 20 ans, alors, en prolongement de ce qui a été dit dans l'exposé qui nous a été fait avant cette table ronde, je pense vraiment, et moi je suis plutôt confiant sur l'avenir, je pense vraiment que un basculement est amorcé de l'urbain vers le rural. On a vécu tout au long du XXe siècle, ça avait commencé avant, mais on a vécu un basculement
d'une société française rurale vers une société urbaine. Tous les emplois étaient concentrés dans le milieu rural. La société française était une société rurale avec l'agriculture évidemment en cœur d'activité économique. Et toute la vie, les emplois, la vie sociale, la vie culturelle se concentraient sur les territoires ruraux. On a vécu ce basculement vers une société française urbanisée, vers la concentration urbaine, ça a été dit, vers la métropolisation de la France, qui a été, il faut le dire, accompagnée, facilitée, encouragée par les pouvoirs publics qui se sont succédés au cours de ces décennies. Et donc, du coup, dans cette période-là, les territoires ruraux ont été identifiés, et ça a été affiché et dit, comme des territoires finalement à handicap. Territoires à handicap, qu'il fallait compenser, un handicap qu'il fallait compenser, finalement aider ces territoires ruraux à survivre en quelque sorte. Et donc, les territoires ruraux ont été assimilés à des territoires à handicap. Voilà, et il fallait qu'ils soient traités comme des territoires à handicap. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un mouvement qui est amorcé. Alors tout ça, ça prendra du temps et des décennies, parce que ça se fait pas en un jour. Il y a un autre basculement qui est en cours, qui débute en tous les cas, les choses s'inversent, et ce basculement fait que petit à petit, les ruralités ne sont pas perçues comme des territoires à handicap, mais au contraire, comme des territoires dont on a besoin dans la société d'aujourd'hui et pour répondre aux enjeux du XXIe siècle, ce qu'on appelle les aménités rurales, c'est-à-dire les services rendus à la société par les territoires ruraux. Et on voit bien que sur tous les enjeux qui sont ceux du XXIe siècle, on ne pourra pas apporter des réponses sans l'espace rural. C'est vrai, ça a été rappelé tout à l'heure, pour la préservation de la biodiversité, c'est vrai pour la transition énergétique, c'est vrai pour la lutte contre le réchauffement climatique, c'est vrai pour la souveraineté alimentaire, je considère que c'est vrai aussi pour la souveraineté industrielle, et puis c'est vrai aussi pour la cohésion sociale, parce que la concentration urbaine, ça a été très bien expliqué, elle atteint ses limites à tout point de vue, y compris sur le plan social. Et donc on voit bien que répondre à tous ces enjeux, ça suppose d'intégrer le fait que la ruralité peut contribuer à répondre, en tous les cas, dispose des atouts, des aménités pour répondre à ces enjeux. Et donc, dans 20 ans, puis c'est ta question, moi je considère que les territoires ruraux, alors je ne sais pas si dans 20 ans, dans 10 ans, 30 ans, en tous les cas, à l'avenir, ces territoires ruraux seront des territoires à haute valeur ajoutée, si je peux dire, à haute valeur ajoutée. Et que le pays peut changer en mieux grâce à ces territoires ruraux. Mais ça ne se fera pas tout seul. Et je voudrais rebondir sur des sujets qui ont été évoqués par les autres. Ça ne se fera pas tout seul. Et le cœur, j'ai envie de dire, du sujet pour bâtir les territoires ruraux de demain, pour leur permettre de jouer leur rôle dans la société française de demain, pour leur permettre de changer en mieux la société, pour leur permettre d'être des territoires, comme j'ai dit, à haute valeur ajoutée, le cœur du sujet, ce sont les services au sens large. Les services au sens large. Et dans les services, certains les ont évoqués, Bruno, Pierre, il y a évidemment la question de la santé, de l'accès aux soins, il y a la question de l'éducation, tu as pris des exemples tout à fait parlants sur l'éducation, c'est pas parce qu'il y a une école, parce qu'il y a un collège ou parce qu'il y a un lycée que la question de l'éducation est réglée, il y a quelle offre éducative dans ce collège, dans ce lycée, quelles options, etc. Donc la question de la santé, la question de l'éducation, la question du logement, la question des mobilités, je veux pas le détailler, mais sur chacun de ces sujets, on pourrait en parler longuement, la question des services est vraiment au cœur de la ruralité de demain et du coup au cœur de la chance qui peut être donnée à la société tout entière. Et donc les services, c'est des compétences partagées en fait entre les collectivités et l'État, si je peux dire. Les collectivités font le boulot. C'est développé depuis quelques décennies le besoin de la garde de la petite enfance. Ça n'existait pas il y a 60 ans. Les enfants, ils étaient gardés chez eux. Voilà. C'est un besoin nouveau qui est apparu il y a quelques décennies. Aujourd'hui, les collectivités font le boulot. Elles réalisent des crèches, elles créent dans des petits bourgs des micro-crèches. Tout ça, ça se développe. Les collectivités sont au rendez-vous des services de demain. Elles l'ont été sur la téléphonie mobile et sur le numérique. Ça m'amène à faire une parenthèse. Et je rejoins ce qui a été dit. C'est que, à un moment, le rôle de l'État, c'est de veiller. Moi, j'appelle toujours ça l'aménagement du territoire. Je sais pas, c'est le bon terme, mais c'est de veiller à ce qu'aucun territoire ne soit exclu. Quand se sont développées ce qu'on appelait les nouvelles technologies, la téléphonie mobile, les infrastructures numériques, il s'est passé exactement ce que tu as dit. Les acteurs privés, ils sont allés, et c'est logique pour des acteurs privés, dans les territoires où il y avait une forte densité parce qu'il y avait une plus-value économique, je peux dire, une rentabilité. Et puis, les territoires faiblement denses, ils ont pris du retard.
Ils ont pris du retard. Il a fallu que ces territoires investissent alors que ce ne sont pas les plus fortunés. Ça a été, le Cantal a été tout à fait pilote dans le sujet. La région Auvergne avec les 4 départements aussi sur les infrastructures numériques. Il a fallu investir de manière importante au regard des budgets concernés pour pouvoir bénéficier des mêmes infrastructures que dans le secteur urbain. Ça n'est pas normal. Et ça, le rôle de l'État, je le dis comme je le pense, c'est sur un sujet comme ça de dire attention, le numérique arrive, parce que les technologies évolueront encore demain, donc je me projette bien dans l'avenir. Les technologies évoluent, le numérique arrive, le numérique se développe, il faut faire attention qu'aucun territoire ne reste au bord de la route de cette évolution qui est une véritable opportunité, notamment pour les territoires ruraux. Donc on est sur des questions d'aménagement du territoire. Et donc je le dis comme je pense, Madame la Ministre, il faut absolument que l'État soit au rendez-vous de ces évolutions des services, parce que en matière de services, il n'y a rien de pire que s'arc-bouter sur des schémas du passé, et le représentant de la Poste l'a très bien démontré. Les services, on en a besoin, mais les services, ils évoluent, il faut les adapter aux besoins des populations, à celles d'aujourd'hui, aux jeunes, aux familles qui viennent, qui s'implantent chez nous, à celles qui viendront demain. Donc je pense que la question des services au sens large, les mobilités c'est important, le logement aussi. Parfois on entend à Paris que le seul territoire concerné par les questions du logement, c'est le milieu urbain. Non. Il y a des sujets du logement et de l'habitat en milieu rural. Il faut le traiter. Et donc, tout ceci est important et tout ceci conditionne à la fois l'avenir des territoires ruraux et à la fois le mieux-être de notre société, parce qu'on a dit que le mieux-être de notre société passerait par l'avenir des territoires ruraux. Voilà, donc je ne veux pas être plus long, parce qu'en plus je suis le dernier avant la ministre, donc je dois m'astreindre autant que m'ont laissé les autres intervenants. En tous les cas, je suis vraiment confiant dans l'avenir des territoires ruraux. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises localement par les uns, les autres, les collectivités, etc., pour adapter ces territoires aux besoins des nouvelles générations. Je pense franchement que l'État doit renforcer sa politique en matière d'aménagement du territoire. Nous sommes dans le Massif central, dans un territoire large où il y a des infrastructures ferroviaires incroyables. C'est-à-dire, il n'y a pas de sujet du foncier, tout ça, elles existent. Elles ont été abandonnées, c'est pas une critique, c'était comme ça. C'était le moment où arrivait la voiture, l'indépendance, la liberté de pouvoir avoir sa voiture, etc. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a les enjeux de réchauffement climatique. Réhabiliter les lignes du Massif central avec des moyens de déplacement qui sont pas forcément les grands trains comme autrefois, mais en tous les cas avec des moyens de déplacement comme on sait les faire aujourd'hui sur ces lignes-là, serait un moyen à la fois d'apporter du service en matière de transport en commun et aussi de répondre aux enjeux écologiques et climatiques de notre société. Donc il y a beaucoup à faire et je pense que franchement, il faut que main dans la main, les collectivités et l'État, on mène ce combat pour l'avenir de la ruralité. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bernard Delcros. Merci à tous nos intervenants. Madame la ministre, je vous invite à rejoindre le pupitre pour répondre à ça. Descendez, vous serez plus confortable. Non, c'est pour mieux vous voir, parce que là, ils seraient tous à tourner la tête. Monsieur le préfet, monsieur le maire d'Aurillac, voilà notre troisième rencontre depuis cette matinée, indépendamment de mon troisième déplacement dans le Cantal. Messieurs les sénateurs, dont monsieur le président du Parlement rural, monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Alors, je suis très heureuse d'être là et je vous confirme ma conviction que la ruralité, non seulement elle est l'avenir, mais la ruralité a un avenir, même après le 8 septembre. Voilà, soyons clairs et disons les choses. Alors, monsieur le professeur, j'ai écouté avec grande attention et intérêt ce que vous disiez. Je partage ce que vous dites, la vérité de votre propos, avec toutefois, si je devais noter votre devoir, quelques incongruités, quelques innovations que je ne partage pas, notamment en matière de novlangue, sur, comme le président du département, la capacité, vous voyez, j'arrive même plus à le dire. La capacité, comment vous l'avez dit, professeur? C'est la capacitation et... C'est ça, donc moi je n'arrive pas à le dire et j'arrive pas à le faire. À la décharge, c'est la traduction d'un mot anglais qui s'appelle l'empowerment, c'est-à-dire la mise en pouvoir des personnes. Voilà, mais c'était, comment dire, ma touche d'humour, pour dire que ce qui parfois aussi sépare
ceux qui pensent, et c'est pas de vous dont je parle, professeur, je parle de ceux dont vous avez parlé, que je ne critique pas parce que le monde était ainsi fait, des fameux sachants, ou de ceux qui se croient sachants et qui nous conduisent parfois dans des aventures un peu douteuses, et que justement, contrairement à ces innovations qui sont globalisantes, et cette mondialisation, y compris de la langue, qui traduit une mondialisation de la conception du monde, de sa façon de l'appréhender. Moi, je crois beaucoup à la force de ce qu'on appelle le territoire, qui est un mot inventé, là encore, parce qu'on n'en a pas trouvé d'autres, et parce qu'à un moment on a oublié le mot de province, parce que la province c'était ce truc, on n'avait surtout pas envie d'aller vivre, et comme on dit dans ma Bretagne, vous étiez vraiment plouc si vous n'aviez pas réussi à aller à la ville, et que la vérité et l'avenir étaient dans la ville, et c'est ainsi que pendant de longues années, on a conçu les choses, y compris les réformes territoriales, qui nous ont amenés à penser que la vérité, la réussite et la pérennité étaient dans un modèle XXL et plutôt métropolitain. Et moi, je n'oppose ni la ville, enfin, je n'oppose pas la ville à la campagne. Je pense que les deux sont extrêmement solidaires, et qu'il y a, vous l'avez dit les uns et les autres, une articulation par le biais d'une armature urbaine qui doit être faite par une construction territoriale faite de grandes villes, de villes moyennes et de petites villes. Et c'est ce que l'État a retrouvé. Je crois qu'il a retrouvé le chemin de la réussite et de l'accès à l'avenir pour tous. Après la crise des Gilets jaunes, il est important de le rappeler, où on s'est soudainement rappelé qu'il y avait des gens qu'on avait perdus de vue, parce que des radars, tous ceux qui vivaient en ruralité avaient été effacés, parce que l'évolution de la société, du monde est ainsi. Il ne s'agit pas d'accabler qui que ce soit. Et l'État a retrouvé une logique d'aménagement du territoire qu'on avait un peu perdue, et une logique de confiance aussi dans les territoires par les programmes, vous les avez rappelés, les villages d'avenir et les petites villes de demain. Et quand on dit qu'il y a des villages d'avenir, vous voyez ce que ça veut dire, c'est-à-dire l'avenir, il est aussi dans le village. Et que la petite ville qui était celle d'hier, elle a aussi un avenir, parce que c'est demain. Alors, monsieur le professeur, moi je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, parce que je pense que si des universitaires se mettent à penser comme ça, si même maintenant on écrit en anglais que rural is modern, alors là, franchement, on a atteint un stade de conscience extrêmement important, et qu'en même temps, tout cela me fait un peu peur. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que soudainement, parce qu'on a découvert que la ruralité, c'est l'avenir et la modernité, je dirais pourquoi, en reprenant ce qui a été dit par d'autres, et je le partage, il y a une sorte de ruée vers l'or, parce que la ruralité serait l'or, et que on n'ait pas une transition d'un modèle urbain qui intègre davantage la ruralité, qui ne soit pas brutal, et que on n'ait pas un modèle aussi d'intégration. Et je vais prendre un exemple. Vous avez beaucoup parlé de ces territoires où il y a ce qu'on appelle, alors moi j'aime pas trop le mot, mais des néo-ruraux, c'est-à-dire des gens qui ont fui la ville. Mais fuir la ville et chercher un refuge, ok. Mais qu'est-ce qu'on vient faire, et avec qui on travaille, avec qui on vit en ruralité? Il s'agit de créer dans la ruralité un nouveau monde où les gens qui vivent, qui ont leur identité, leur histoire, et qui veulent continuer à transformer leur territoire, sont heureux d'accueillir des nouveaux. Mais les nouveaux ne doivent pas être des colons. Non, mais moi, je vous parle en français, clairement. Parce que j'ai entendu dans ma région, après la crise Covid, où des maires me disaient, Françoise, c'est formidable, parce que nous, il n'y a plus de maison à vendre dans le bourg, donc on est très contents. Un an et demi après, il me disait, François, c'est un peu compliqué, parce que les gens qui viennent d'arriver, ils n'aiment pas les cloches, ils n'aiment pas les tracteurs. Alors, l'épandage du lisier, je vous en parle même pas. Et que quand même, ces gens, ils voudraient que rien ne change.
Donc, faisons très attention et accompagnons avec intelligence cette envie de ruralité, parce qu'elle doit être source de richesse et elle doit profiter aux territoires ruraux qui ne sont pas des greniers de ressources. Vous avez raison, la ruralité, c'est l'avenir. Pourquoi ? Notre souveraineté alimentaire, la qualité de notre alimentation, à qui la doit-on ? À ceux dont certains se fichent de la rentabilité. Vous voyez à quoi je fais allusion. La souveraineté alimentaire, elle est essentielle. La souveraineté industrielle dont on a parlé, elle se fera aussi grâce aux territoires, et c'est une chance pour les territoires, puisque aujourd'hui on a 31% de l'industrie française qui est installée en ruralité. L'eau, cette ressource précieuse que l'on doit partager, l'eau, elle jaillit, si je puis dire, dans les territoires ruraux et on doit la partager avec la ville. Les énergies renouvelables aussi. Donc, à la fois la ruralité et l'avenir de notre pays, mais en même temps, il faut qu'on le dise aussi aux ruraux que nous sommes pour beaucoup. La transition écologique, le modèle de développement durable, c'est une chance inouïe pour la ruralité qui va connaître des transitions extrêmement positives. Maintenant, il y a des conditions avant de venir directement à l'action de l'État, stratège, vous l'avez dit, et compagnon des collectivités, je voudrais dire que la clé, elle passe par une relation de confiance entre l'État et les collectivités. Je pense que personne ne peut prétendre à Paris qu'il sait ce qui est bon pour le Cantal ou pour la Lozère ou pour les Vosges, qu'il y a, on l'a vu, des acteurs extrêmement agiles, extrêmement précurseurs, et fêter ici le 20e anniversaire. Cela veut dire qu'il y a 20 ans que dans la ruralité, on se préoccupe de ce qui s'appelait alors les nouvelles technologies. J'étais tout à l'heure, avant de venir ici, avec certains élus au syndicat mixte AG10, qui aujourd'hui a développé pour l'ensemble des collectivités des solutions de logiciels remarquables, qui a permis cette mise à disposition de collectivités, quelle que soit leur taille, par l'intelligence des territoires, qui est la mutualisation. Parce que dans la ruralité, la force, et je crois que la force de notre pays, il faut aller la chercher là, c'est la solidarité et l'entraide. Parce que quand vous êtes pauvre et que vous n'avez rien, vous êtes obligé d'inventer des solutions. Et vous êtes obligé d'être excellent parce que la solution, elle doit être fabriquée sur mesure. Et puis l'autre réponse, c'est la mutualisation. Et puis je crois beaucoup au fait que les solutions, elles doivent être inventées localement et que l'État doit nous accompagner. Et sincèrement, je vous le dis, je salue l'action de monsieur le préfet. Il y a déjà 2 ou 3 semaines, le Premier ministre a pris un décret expliquant que le patron des services de l'État et des agents dans les territoires, c'est le préfet. Et il a donné au préfet un droit d'adaptation et de dérogation. C'est-à-dire ce qui paraît vraiment inaperçu pour nos concitoyens, mais qui est essentiel, c'est-à-dire la capacité à être agile et à réagir, à anticiper et faire que les solutions dont le Cantal a besoin, elles soient inventées dans le Cantal. Ça y est, on va pouvoir le faire. Et je voudrais d'ailleurs rappeler qu'il y a un comité départemental de concertation du numérique où se retrouvent autour de la table l'État et tous les acteurs et qui se réunit régulièrement. Donc c'est la preuve que l'État est à vos côtés. Alors moi j'entends, et vous avez raison, moi j'ai été longtemps maire, parlementaire, et je profitais de l'occasion pour glisser des messages au ministre et dire ça va pas ou ça va pas assez vite. Voilà, alors faisons-le. Et je vais essayer maintenant de répondre à tout ça. Et donc ruralétique, déjà conjuguer le mot de tic et de rural, c'est en soi une belle innovation. Et c'est vraiment la rencontre, je crois, des hommes de la technique et de ceux dans les territoires qui veulent apporter des réponses à leurs concitoyens et qui pensent que les TIC, pour les appeler ainsi, les TIC sont la solution à beaucoup de besoins, à condition, et cela a été dit, et je remercie le représentant de la Poste de l'avoir dit, à condition que on accompagne tout ça par une présence humaine, parce que
l'avenir ne peut pas être dévitalisé. Moi, je crois que l'avenir, c'est l'alliance de la technique, c'est le partenariat, mais aussi c'est l'alliance de la valeur ajoutée humaine irremplaçable et des savoir-faire techniques. Donc vous montrez, vous avez prouvé que les territoires ruraux sont aussi des espaces d'avenir et qu'il faut qu'on arrête de penser, mais c'est pas du tout votre état d'esprit, que les campagnes françaises seraient des espaces à compenser. Les pauvres malheureux, ils sont en ruralité, on compense, donc on invente des dispositifs, on va dire de charité et de solidarité. C'est normal. Il faut de la péréquation, cher Bernard Delcros. Mais qu'en même temps, je crois qu'il faut donner à ces territoires la capacité de développer des atouts, parce que on l'a vu, ils sont des centres de ressources, mais ils sont aussi extrêmement attractifs, et c'est eux qui sont au cœur de toutes les grandes transitions. Et c'est d'ailleurs tout le sens des priorités que nous avons fixées autour du Premier ministre il y a quelques semaines dans les Vosges, lors du comité interministériel aux ruralités, l'exigence de proximité pour amener les services essentiels au plus près des habitants. Et amener les services essentiels au plus près des habitants, c'est par recréer des bureaux, des services fiscaux. Alors ça fait plaisir parce qu'il y a un bureau avec de la lumière, mais c'est comme un décor artificiel. Ce qui est important, c'est que n'importe qui puisse avoir accès à son service des impôts parce qu'il a un problème. Et ça, comment on l'a fait? On l'a fait par le biais des maisons France Service et on l'a fait avec les collectivités où, depuis la création des maisons France Service, vous avez plus de 38 millions de demandes qui ont été traitées et qui ont permis de donner un taux de satisfaction du traitement de l'ordre de 94% et qui fait que dans votre commune ou à 20 minutes ou dans ce qu'on appelle une maison France Service mobile, c'est-à-dire un camping-car transformé en maison France Service, vous allez avoir accès à votre service de retraite, à la CARSAT ou à que sais-je, service auquel vous n'arriviez jamais à avoir accès et que vous êtes accompagné par un conseiller numérique. Donc depuis 20 ans, vous montrez que vous n'êtes pas des spectateurs, vous n'êtes pas des quémandeurs et vous n'êtes pas des gens qui disent voilà, vous devez tout faire pour nous, mais que vous êtes des moteurs de cette révolution numérique qui est vraiment une chance pour nos territoires. Et je mesure l'engagement des élus parce que je sais que l'initiative, elle doit partir des territoires et que l'État doit répondre en accompagnant de manière positive et volontaire. Et je le dis à vous tous, ce n'est pas la densité de population qui crée la dynamique. Je crois que dans les territoires ruraux, il y a parfois des dynamiques extrêmement fortes parce que on a besoin de se bouger, comme l'on dit, de se prendre en main pour créer des services qui ne sont pas là de manière spontanée et qui ne vous attendent pas. Alors, l'État, vous le savez, cher Bernard Delcros, mais je le connais, Bernard Delcros, il fait très bien son travail. Mais l'État n'a pas attendu pour décider et pour être convaincu que le déploiement du numérique, c'est aujourd'hui le pilier de l'aménagement du territoire, comme l'État et les collectivités l'ont fait à un moment avec l'électricité. Et qu'aujourd'hui, il ne doit pas y avoir un hameau, il ne doit pas y avoir une maison qui n'ait pas accès au très haut débit, parce que l'agriculteur, il remplit son dossier de PAC par le biais de ces technologies, l'artisan fait ses devis de cette manière, et le programme France Très Haut Débit a permis, mais je le dis d'autant plus aisément que moi je n'y suis pour rien, je n'étais pas là, mais j'ai vérifié, j'ai évalué. Le plan France Très Haut Débit a permis une avancée historique en matière de couverture en fibre optique. La France est le pays d'Europe où la couverture en très haut débit est la plus forte. Alors, on me parle à raison de cette partie du territoire qui n'a pas été encore bénéficiaire de tout ça et de ce qu'il faut faire. Mais moi, j'aime aussi regarder le verre à moitié plein. C'est plus facile pour le remplir après, je pense très sincèrement. Et en tout cas, ça s'est fait. Et Monsieur le Président du département, vous le savez bien, parce qu'ici, vous avez été très innovant. Ça a été fait grâce aussi à un engagement
extrêmement fort des collectivités. Alors, en ruralité, la couverture a bondi de 10% à 90% en 8 ans. Et l'État a engagé un effort inédit, mais qu'il fallait faire, de plus de 12 milliards d'euros pour faire qu'on aille dans les territoires où le privé, effectivement, ne va pas parce que le marché n'est pas là. Donc je crois que cette conscience d'une égalité des chances, parce que c'est ainsi qu'il faut appeler les choses, l'État en est convaincu et qu'il faut continuer à accélérer, aller vite. Vous parliez, Monsieur le Président, d'un second New Deal. Je souhaite, pour ma part, que, comme les collectivités le font et que l'État l'a insuffisamment fait, nous évaluons et nous mesurions à la fois les progrès qui ont été accomplis et les attentes. Et donc, il va y avoir une mission d'évaluation aujourd'hui des réalisations de ce New Deal, des nouvelles, enfin de ce premier New Deal en quelque sorte, des attentes qui sont là et des besoins pour être encore plus perspicaces. En tout cas, nous le savons aujourd'hui que le déploiement du très haut débit, c'est quoi ? C'est une école, on va dire, en zone de montagne, une maison de santé en milieu rural, c'est de la télémédecine. J'ai parlé de l'entreprise qui peut s'installer. Et si on veut qu'il y ait des emplois dans nos territoires, il faut aujourd'hui que les entreprises puissent travailler en ruralité comme elles travaillent en ville et qu'on ait donc des capacités numériques qui soient à la hauteur de nos besoins. Et je crois aussi, quelqu'un a parlé des campus numériques et des campus connectés. J'en ai visité un à Nevers et c'est absolument formidable parce que si la ruralité est notre avenir, il faut que la ruralité ait un avenir. Ça veut dire il faut qu'il y ait des gens qui viennent s'installer en ruralité et pas simplement des gens qui ont un rêve de vivre loin de l'agitation du monde, mais qui apportent leur contribution et qui soient des colibris de la réussite de la ruralité. Et j'ai vu à Nevers des campus connectés où une jeune fille me disait « Moi, je vais pouvoir devenir médecin grâce à ce campus connecté, parce que c'est dans mon département, à 40 km de chez moi, que j'ai pu faire ma première année de médecine grâce au campus connecté. Et demain, je pourrai aller plus loin, j'aurai osé. Et donc, l'enseignement supérieur que l'on peut développer grâce au très haut débit est une chance pour attirer des talents dans nos territoires. Donc, vous avez parlé des pylônes. J'essaie d'avoir un droit de réponse précise, Monsieur le Président, parce que je sais que vous aimez la précision et vous avez raison. Le programme de New Deal mobile a permis d'ériger 4000 pylônes en zone rurale. 99% de la population a accès à la 4G. Les zones blanches ont été réduites à moins de 2% du territoire, mais je sais que, comme les faiseurs que vous êtes, c'est le 2%, le dernier kilomètre qu'il faut gagner. Donc beaucoup reste à faire, et je crois que ça se fera, vous l'avez dit, en partenariat entre l'État, les collectivités, mais aussi tous les acteurs, parce que le numérique, comme la technique, ce n'est pas qu'un outil. Je crois que c'est avec ces techniques que nous arriverons à renforcer la cohésion sociale, la vitalité économique et une condition de l'égalité républicaine. J'ai pris l'habitude de dire que vous pouvez choisir votre avenir, quel que soit votre code postal. Et en ruralité, c'est extrêmement vrai. Donc je crois que nous avons là un levier pour réinventer les territoires ruraux. En tout cas, je crois qu'ici, c'est la conviction que nous partageons avec Monsieur le Professeur, vous l'avez dit. Je ne pense pas que l'on va pouvoir, pour la technique et le numérique, décrire depuis Paris comment on va inventer, décliner le numérique dans nos territoires. C'est ce qu'on appelle la différenciation. Il faut prendre en compte la différence des territoires de vallée, les territoires qui sont isolés, mais aussi les territoires insulaires, car les défis qui s'annoncent devant nous sont extrêmement nombreux, mais je pense que la technique, par une volonté et un accompagnement humain, sont, je crois, un élément de sécurité dans un monde qui est très perturbé. Donc nous avons des enjeux, notamment en matière de mobilité physique, et moi je crois beaucoup que le numérique est un moyen de développer des solutions alternatives et complémentaires
aux équipements structurants, aux infrastructures structurantes par le biais de ce qu'on appelle le Blablacar du quotidien, l'autopartage. Je pense aussi au télétravail et j'ai vu à Murat et j'ai visité ces innovations qui existent, d'espaces de coworking, de télétravail. La santé, qui est une préoccupation dans nos territoires, elle sera aussi facilitée à la fois par la télémédecine, mais par l'arrivée de médecins, parce que leurs conjoints qui peuvent avoir une activité pourront aussi travailler en ruralité grâce à ces techniques. Donc vraiment, je pense qu'on a là un chantier énorme. De même, et je terminerai par ce volet. C'est rien. Laissez-vous, non, aucune importance. Je n'ai rien cassé. L'intelligence artificielle est, je crois, aussi un atout remarquable et un atout remarquable pour nos collectivités, quelle que soit leur taille. C'est comme toute innovation, un danger, un risque, mais un risque est aussi une opportunité. Il nous appartient tous ensemble de le maîtriser et de nous en emparer, parce que nous savons déjà que l'intelligence artificielle, elle s'est emparée de notre quotidien, y compris dans les collectivités les plus petites, et je crois qu'il faut transformer avec prudence, mais avec audace, ce qui peut faire peur en ami. Il faut aussi travailler sur la montée en compétences des agents de nos collectivités, et j'ai parlé tout à l'heure de ce syndicat mixte que nous avons vu, qui est vraiment un outil à disposition de tous. L'ingénierie territoriale, où je crois qu'aucun territoire ne doit être délaissé, et que je pense, et ce sera le mot de la fin, que l'État, il est là en tant que stratège, et je crois qu'on doit avoir des stratégies d'aménagement du territoire, de développement et d'adaptation. La campagne ne sera jamais la ville, et la ville ne sera jamais la campagne. Mais nous vivons en ruralité d'une manière qui peut être très positive, très agréable. Il faut que nous en soyons les premiers convaincus, parce que si nous sommes un peu déprimés et si nous cessons de gémir, nous ne donnerons pas envie à ceux qui peuvent trouver la ruralité désirable autrement que pour un week-end récréatif. Nous ne leur donnerons pas envie de venir, et nous aurons beaucoup de mal à les persuader que nous sommes leur avenir, mais c'est un avenir que nous devons partager, parce que les ruraux doivent aussi pouvoir trouver un épanouissement extrêmement positif pour eux et les prochaines générations. En tout cas, moi, je vous remercie, puisque l'avenir, vous avez montré que c'est ici que vous le fabriquez, c'est ici que vous le faites, et je suis sûre que vous aurez investigué, et que quand on dit que quand il y a une volonté, il y a un chemin, moi je crois plutôt, je le dis à l'inverse, et je l'ai dit hier, quand il y a un chemin, il y a une volonté, et moi je sais que chez les ruraux, et c'est vrai ici dans le Cantal, il y a une énergie, il y a des inventeurs de possibles, il y a des gens déterminés et qui croient que l'avenir peut être le leur, à condition qu'on les accompagne, qu'on les aide, mais que d'abord l'avenir il dépend de nous. Donc vraiment merci, j'ai été très heureuse d'être là et de témoigner. Et monsieur le professeur, je vous en veux pas parce que j'étais passionnée, j'ai demandé d'ailleurs d'avoir votre contribution. Moi je voudrais que le propos que vous tenez soit un propos qui soit diffusé en ville et qui soit diffusé chez les sachants, parce que nous ne soyons pas les seuls à penser que nous pouvons être l'avenir de notre pays et l'avenir des hommes et des femmes qui ont envie d'une espérance d'avenir pour eux et pour leurs enfants. Donc merci monsieur le professeur d'être un agent de propagande très positif et constructif. Merci à tous. Merci à vous madame la ministre. Merci à vous, Madame la Ministre. Nous allons procéder maintenant à la visite itinérante des stands de Ruralitique en compagnie de Françoise Gattel et de l'ensemble de nos élus. Et on se retrouvera dans la salle tout à l'heure à 15h pour une table ronde dédiée à l'effet ciseau de l'extinction du cuivre.